Bonjour à vous et bonjour Altis. J'imagine que vous qui aimez le vélo, vous le connaissez très probablement. Alors je vais quand même te présenter en vous redisant, si vous ne le connaissez pas, qu'il est vidéaste, cycliste, passionné d'urbanisme aussi. Il vit à Paris, il anime une chaîne YouTube qui compte, j'ai vérifié ce matin, 81 500 abonnés. C'est précis. Ouais. On travaille bien. Ouais, je vais préparer un peu. Il fait des directs sur Twitch. Enfin, tu interagis beau. Non, plus trop. Un peu moins. Ouais, j'ai plus le matériel maintenant. Ah, d'accord. Et tu es toujours sur X pour le coup. X, Blue Sky. Mastodon, Ouais. beaucoup de réseaux. Bon, bref, vous pouvez le joindre assez facilement. Et du coup, tu postes à peu près une vidéo par semaine. J'essaye, ouais. Et on va en parler de tout ça, bien évidemment. Il y a énormément de travail derrière ces vidéos. J'espère que vous en êtes rendu compte si vous avez déjà consulté ces vidéos. En tout cas, tu es arrivé ce matin à Orléans. Je voulais déjà savoir quelles étaient tes impressions générales sur notre jolie ville. D'abord, je vais commencer par vous saluer. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation ici pour pouvoir échanger et pour me permettre de découvrir Orléans parce que très sincèrement, c'est peut-être pas une destination que j'aurais choisie. Hein. Je ne vais pas vous blesser. Ok, provoque. Et donc pour venir, tout d'abord, il y a le TER. Ouais. Et ça, c'est formidable parce que j'ai pu directement à vélo prendre le TER, avoir la place pour m'asseoir, pour travailler. Et franchement, c'est top. Et en arrivant sur la gare d'Orléans, la gare est sympa, pas de choses à dire. Mais effectivement, dès qu'on commence à prendre le vélo et se balader un petit peu, c'est là qu'on se rend compte que c'est, disons, original. J'allais dire perfectible. Original au point où il y a des aménagements que je n'ai jamais vus. Le truc qui m'a le plus marqué, j'en ai un peu parlé, c'était des trottoirs avec des petits piétons dessinés sur le trottoir. Ça, c'est une grande première, parce qu'ils ne savent même plus où les mettre, les piétons, vu qu'ils font passer les cyclistes sur le même endroit. Il y a aussi beaucoup d'endroits qui sont étonnants, surprenants, avec qui démarrent et qui s'arrêtent au milieu de nulle part. J'ai d'ailleurs failli me faire emporter par un résident, enfin en tout cas la sensation, parce qu'on passe le long des habitants. Ouais. Donc là, c'est nouveau, parce que d'habitude, les emportirages, c'est au risque des stationnements avec les véhicules. Et là, Orléans, c'est les habitants. Donc, je pense que j'en parlerai aussi de ça. D'accord. Voilà. Tu te déplaces tout le temps à vélo. Tout le temps à vélo, c'est ton moyen de locomotion particulier? Alors non, je me déplace avec le mode de transport qui me permet de me déplacer le plus efficacement. Ok. Souvent, c'est le vélo, surtout à Paris. Donc c'est aussi pour ça que je choisis ce mode. C'est pas un mode que je vais choisir par conviction écologique, par conviction. C'est vraiment un choix qui va être pragmatique. C'est que je vais me dire c'est le mode le plus efficace pour me déplacer d'un point A à un point B. D'accord. En tout cas, c'est un mode de locomotion qui te plaît, qui te fournit quelle sensation, toi? Alors, quand j'ai commencé à découvrir le vélo, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis, moi, personnellement, de faire une rupture avec mon travail. Okay. C'est la première chose que j'ai eue, parce qu'en allant au travail, déjà, on se réveille bien, hein, parce que moi, j'avais 16 km pour aller au travail, donc on a le temps d'être réveillé, surtout à Paris, surtout sur les maréchaux. Pour ceux qui connaissent Paris, c'est un petit peu... c'est la jungle. C'était la jungle quand j'ai commencé à faire du vélo. Pour le retour, ça fait une réelle déconnexion. Et donc, mentalement, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert, que je n'imaginais pas au niveau du vélo, au-delà de la santé, parce qu'évidemment, le fait de faire du sport quotidiennement, ça permet aussi de bien se sentir moralement. Donc, c'est des points, ça que j'ai vu sur la suite, mais dans un premier temps, c'est vraiment d'un point de vue très pragmatique que je l'ai choisi, parce qu'il y avait 1h15 de transport en commun, il y avait 40 à 50 minutes pour la voiture, et avoir un véhicule à Paris, complexe. Et le vélo, c'était 40 minutes à peu près, donc c'est vraiment entre les deux. Ce qui avait de plus efficace pour toi, au final. Exactement. Okay. Ta spécialité, c'est de dénicher les anomalies. La preuve, c'est que tu es arrivé à Orléans, tu en as déjà trouvé plein. Et ça te fascine, ça te passionne. En tout cas, c'est là-dessus que tu fais tes vidéos. À qui tu t'adresses quand tu fais tes vidéos? Est-ce que tu as en tête des gens que tu vises en particulier ou pas du tout? Ça va être un peu égoïste, mais
dans un premier temps, je fais les vidéos parce que je parle de quelque chose qui me passionne. Okay. Il faut vraiment que ça vienne du fond, entre guillemets, de mes tripes. C'est quelque chose qui m'anime et j'ai envie de partager ça avec les gens, de partager cette vision que j'ai au niveau de l'urbanisme, de montrer à quel point l'urbanisme peut impacter la vie des personnes, la manière dont ils se déplacent, à quel point il a une place importante dans notre ville et c'est ça que j'ai envie de partager. Après, qu'il y ait des oreilles des personnes qui s'entendent, c'est merveilleux. Moi, ça me fait énormément plaisir. Ouais. Mais je ne vais pas chercher à convaincre, je ne vais pas chercher des personnes, je ne vais pas chercher des cibles. Mon but, c'est vraiment de partager une passion. C'est vraiment ça. Donc, et tu interagis beaucoup, justement, avec les gens qui regardent tes vidéos. Ils te font beaucoup de remarques, tu réponds beaucoup, tu passes du temps là-dessus. Par contre, ça c'est vrai, sous chaque vidéo, il y a sur YouTube la possibilité de laisser des commentaires à l'auteur et quelle que soit la personne qui va me laisser un commentaire, je vais prendre le temps de lire, prendre le temps de répondre la plupart du temps, surtout quand des arguments sont construits, quand quelqu'un va arriver avec des arguments qui sont un peu flingués et qui ne va pas prendre le temps de faire un vrai, réel effort de regarder la vidéo. Je me rends compte qu'il ne va pas y avoir de débat possible et donc c'est une perte de temps. Par contre, une personne qui va prendre le temps de regarder et qui a des critiques qui sont fondées, là effectivement c'est intéressant de répondre et d'aller plus loin, de garder en tête ces réponses que j'ai faites pour après de prochains sujets. Tu as une idée de qui regarde tes vidéos ? Tu as un profil type, tu as plein de profils différents, t'as beaucoup de cyclistes ou pas forcément ? Ça va te surprendre, c'est principalement des francophones. Ok. Ouais. Voilà. Quoi, tu fais pas encore tes vidéos en anglais ? Il va falloir y penser. Donc c'est ça vraiment les spectateurs, mais je ne peux pas savoir leur mode de transport. Des personnes qui se déplacent, je sais qu'il y a des personnes qui sont en bus, je sais qu'il y a des personnes qui sont à vélo, je sais qu'il y a des personnes qui sont à pied. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas à vélo et qui me le disent aussi souvent en commentaire et qui me disent c'est cool, ça me permet de découvrir quelque chose et de pas avoir un point de vue pro sur ce mode de transport, mais de découvrir que c'est une solution de plus pour se déplacer. Donc c'est aussi ça, et des personnes qui redécouvrent l'urbanisme aussi, qui se disent à quel point l'urbanisme peut impacter leur vie, leur déplacement. Donc toi, ce qui te passionne, je l'ai dit, des petites aberrations ou grosses aberrations parfois dans l'urbanisme, c'est ça qui te fait vibrer en quelque sorte, c'est ça qui te fait travailler aussi beaucoup pour comprendre pourquoi cet aménagement-là, il est là et pourquoi on n'a pas pensé à le faire différemment. Qu'est-ce qui va enclencher une vidéo pour toi ? C'est vraiment ton expérience perso de te dire ouais, là il y a un truc qui va pas du tout et ok, j'ai envie de m'intéresser à ce sujet-là et je m'en empare et c'est parti. Je pense qu'il y a aussi une grosse évolution qu'il y a eu au niveau de la manière dont je voyais les choses. Initialement, je ne voyais que des conséquences. Des conflits entre usagers, des problèmes, des personnes qui vont couper la route, des personnes qui vont s'engueuler parce qu'il y a un cycliste qui est sur le trottoir. Je voyais vraiment ça et c'est ce que je partageais initialement sur les premières vidéos. Et au fur et à mesure, je me suis plus intéressé aux causes. Et c'est là que j'ai vu effectivement la place de l'urbanisme. Et maintenant, quand je vois un usager qui fait entre guillemets une bêtise ou qui fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, je vais essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là. Est-ce que cette situation est dangereuse ? Est-ce que cette situation... vraiment me poser toutes les questions pour essayer de comprendre comment on est arrivé à cette conséquence et d'essayer de retrouver la cause qui peut être l'aménagement, qui peut être une malcompréhension au niveau de la signalétique, même si la signalétique est présente, qui peut être juste l'usager lui-même, parce qu'il a des contraintes au niveau du temps, au niveau financier, ça peut être plein de choses. Et après, je vais essayer de les expliquer de la manière la plus pédagogique possible, sans essayer de prendre de parti pris en défendant un usager. Si un usager fait des bêtises, je ne vais pas dire que c'est bien qu'il fait des bêtises, mais je vais essayer de comprendre pourquoi il les fait et essayer d'expliquer comment on pourrait faire pour qu'il évite de les reproduire. Et il y a clairement dans tes vidéos une quête de la neutralité, c'est moi. On a trouvé. En tout cas, oui, il y a cette volonté d'être purement objectif, d'être neutre, effectivement, pas de parti pris, pas de on critique tel usager pour le monter contre un autre. Pourquoi ça ? C'est volontaire, c'est un souhait, c'est une forme de parti pris ou pas ? Alors, j'ai pas spécialement envie de me fâcher avec ma famille. Il y a aussi ça, c'est que je comprends. Il paraît que ça arrive quand même. Oui, mais on arrive aujourd'hui à communiquer plus facilement. Mais il y a aussi cet élément-là, c'est que moi, personnellement, je viens d'une banlieue parisienne.
où les gens se déplacent principalement, quasiment uniquement avec la voiture, dont mes parents, mon frère. Et c'est là aussi, en prenant un petit peu de temps, de la rétrospective par rapport à ça, que moi je me suis rendu compte aussi, j'aurais pu, entre guillemets, finir à me déplacer uniquement en voiture. Et c'est parce que je suis venu à Paris et qu'on m'a offert d'autres solutions pour me déplacer que j'ai choisi ces solutions. Et c'est pour ça que j'ai un point de vue qui est très bienveillant par rapport aux personnes qui vont utiliser ces modes, parce qu'ils n'ont pas le choix la plupart du temps. C'est pas qu'un manque de volonté, bien sûr. Il y a une volonté qui pourrait faire, on pourrait choisir de se mettre au vélo, mais le faire pour se mettre en danger, pour aller sur des départementales qui ne sont pas agréables, pour aller sur des voies qui ne sont pas adaptées, c'est pas quelque chose qui est désirable. Et donc je pense que c'est aussi ça qui est important, et de toujours prendre cette mesure, de penser un maximum à tous les usagers, ceux qui ont réellement besoin de leur voiture pour travailler. Par exemple, mon frère est livreur, donc ça m'aide à comprendre cette problématique. Donc voilà, mon but, c'est pas de mettre des bâtons dans les roues des usagers que je pourrais pas trouver désirables dans un milieu urbain, c'est plutôt d'essayer de réexpliquer la place que pourrait avoir chacun si cet espace était partagé de manière plus équitable. Ça veut dire qu'au-delà de prendre en compte un aménagement, quelque chose dans l'urbanisme qui va t'interpeller, l'idée c'est de comprendre pourquoi c'est là et ensuite apporter des solutions quand même, réfléchir à des solutions, en suggérer certaines aussi. C'est ça, tu vas en venir à la hiérarchie des mesures, la pyramide des mobilités, c'est ça? Ouais. Très belle. Très bel enchaînement, très bonne transition. Donc vas-y. Oui, donc voilà, je me base sur deux gros concepts que vous connaissez peut-être sûrement. Donc il y a la pyramide des mobilités. C'est-à-dire qu'en haut, cette pyramide, on va mettre les piétons. C'est les usagers auxquels il faut faire le plus de place, piétons, personnes à mobilité réduite, d'où l'importance de penser l'accessibilité, ce qui peut être quelque chose qui n'est pas forcément facile à comprendre pour tout le monde, que le fait de penser un aménagement pour les personnes les plus accessibles peut le rendre plus agréable pour tout le monde. Ensuite, au niveau de cette pyramide, on a les vélos, tout ce qui est entre guillemets affilié, c'est-à-dire vélo logistique, etc. Ensuite, on peut avoir les transports en commun. Ça peut être un peu au même niveau que les vélos. Et ensuite, on a tout ce qui est personnes qui ont absolument besoin de leur véhicule motorisé, livreurs, personnes qui ont besoin de faire des courses, taxis, etc. Et enfin, covoiturage. Et enfin, on va avoir les personnes qui vont utiliser leur véhicule personnel. Donc voilà en fait la priorité au niveau de la pyramide des mobilités. Et en plus de ça, il y a un autre élément que je prends en considération, c'est la hiérarchie des mesures. Et là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver la solution la plus efficace pour régler un problème à la solution la moins efficace pour régler ce problème. La plus efficace, c'est de supprimer le danger. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé principalement dans le secteur industriel, quand on va regarder des machines qui sont autour de nous et trouver comment faire pour protéger au maximum les employés qui travaillent dans une entreprise pour éviter qu'ils soient exposés à des choses qui sont dangereuses. Donc dans un premier temps, on va supprimer le danger. On peut aussi appliquer cette mécanique au milieu urbain. Et le danger dans le milieu urbain, c'est souvent des poids lourds, la voiture. Donc c'est des espaces où on va essayer de réduire au maximum le risque de croiser ces usagers, en créant des zones piétonnes, en créant des voies où on évite de cohabiter avec ces usagers. Ensuite, on peut également agir sur le volume de ces véhicules, c'est-à-dire réduire, quand c'est possible, des gros véhicules de livraison par des plus petits ou des gros SUV par des plus petites voitures. Ensuite, on a tout ce qui est au niveau de l'ingénierie. Donc l'ingénierie peut très bien être au niveau des voies, donc des aménagements cyclables séparés, ou bien au niveau des véhicules, parce que finalement, dans un véhicule, ce qui permet de faire un freinage d'urgence, c'est de l'ingénierie qui peut protéger les usagers d'un éventuel accident, quelque chose qui va contrôler les angles morts sur les camions, tout ce système-là. Là, je suis en train de faire la pyramide de la solution la plus efficace à la moins efficace. On continue à descendre, et là on arrive sur ce qui est effectivement ce qui est de la verbalisation, ce qui est de l'apprentissage. Ça ne va pas à ce moment-là empêcher les erreurs. C'est quelque chose qui va permettre d'éduquer les gens, de leur faire comprendre, qu'ils font des erreurs. Mais malheureusement, quand on met une amende à quelqu'un, c'est qu'il a déjà fait la bêtise. Donc là, on arrive un petit peu à la limite. Et en dessous, il y a quand l'erreur a déjà été commise, comment protéger l'usager. Et là, c'est avec des équipements personnels
EPI. Équipement de protection individuelle. Et équipement de protection individuelle, tout à fait. Et là, c'est le casque, les gants, des lunettes pour se protéger, enfin, après tout ce qu'il y a aussi en équipement moto. Par exemple, un airbag aussi dans une voiture ou la ceinture de sécurité, même si c'est difficilement transposable au vélo. Donc tous ces éléments-là sont les derniers recours. Et ça, il faut bien le garder en tête, ce n'est pas des éléments qui empêchent un accident. C'est des éléments qui vont juste atténuer les conséquences d'un accident. Donc le plus efficace, c'est au maximum de travailler sur ce qu'il y a en haut qui va limiter ce risque d'accident. Quand on t'entend raconter tout ça, on comprend, enfin, j'espère que c'est votre cas aussi, qu'il y a énormément de travail derrière chacune de tes vidéos. Ça représente quoi? Déjà, c'est ton activité principale, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Une vidéo, c'est une par semaine, sauf que c'est combien de boulot derrière? Alors oui, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir en vivre et donc d'y mettre beaucoup de temps dans les vidéos. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en fait, ça se passe en plusieurs parties. La partie la plus conséquente, qu'on n'imagine peut-être pas, c'est le travail d'écriture. Le travail d'écriture va comprendre la recherche, de la documentation, parce que je travaille en fait un petit peu comme Wikipédia le ferait. J'imagine que vous connaissez Wikipédia. Le principe, c'est de documenter quasiment chaque paragraphe par une source, ou plusieurs idéalement. Et c'est ce que je fais. C'est chaque fois que je vais dire une phrase qui va assurer quelque chose ou juste donner une vérité, ça va être quelque chose qui va être documenté. Et oui, et derrière, si vous regardez justement sous les vidéos, il y a toujours un petit lien source qui maintenant renvoie vers un document complet d'autant de pages que de scripts. Généralement, c'est 2 minutes par page. Donc, ça représente ça. Et donc, l'écriture, c'est ce qui me prend plus de temps. Et ensuite, il y a la prise d'image et ça peut être plus ou moins long sur les vidéos. Ça dépend si je vais chercher des archives ou si je filme directement un espace et que je le commente. Donc, voilà un petit peu. Pour le coup, tu te mets jamais en scène. En tout cas, on ne te voit jamais ou très rarement dans tes vidéos. Ça, c'est quoi? C'est un choix, une volonté? C'est parce que c'est plus facile, vu que tu es quelqu'un de pragmatique? Alors non, c'est pas plus facile, parce que c'est beaucoup plus facile de se filmer face cam et de ne pas avoir à illustrer tout ce qu'on dit. Ça, c'est beaucoup plus facile. Par contre, c'est un choix que j'ai choisi, c'est que je ne souhaite pas être mis en avant. Je souhaite que ce soit mes travaux et ce que je montre qui est mis en avant. Donc ça, c'est vraiment un choix que j'ai. Je veux pas qu'il y ait d'halo, entre guillemets. C'est ce qu'on peut voir sur beaucoup de créateurs. C'est qu'on va apprécier le créateur parce qu'il est créateur. C'est bizarre, mais parce qu'on se sent proche de lui, parce qu'on peut le voir, parce qu'on peut presque le toucher en le voyant. Et c'est quelque chose que je voulais pas du tout. Et donc j'ai toujours voulu avoir une distance, mettre un personnage, comme je porte aujourd'hui une casquette, des gants. C'est vraiment un personnage que je crée et je veux justement créer cette distance entre ma personne et ce personnage qui va présenter, qui va parler d'aménagement. Donc voilà. L'idée étant que ce soit, j'imagine, les idées qui priment plus que l'être humain qui les a énoncées. Idéalement, oui. Oui. Et que ces idées puissent être prises au maximum, quelles que soient les personnes. C'est juste qu'on comprenne leur essence et qu'on puisse les réutiliser. Tu as le sentiment que tu as des vidéos qui ont pesé, compté, qui ont changé des choses? En fait, ça se fait au fil de l'eau, j'ai l'impression. Je ne vois pas de changement instantané au niveau d'un aménagement, parce qu'un aménagement, c'est quelque chose qui est lourd. Une fois que c'est réalisé, c'est difficile de le modifier. Par contre, ça amène aussi plus de discussions et ça ouvre également la voie à certaines associations pour avoir des dialogues et être mieux compris également, parce qu'elles peuvent utiliser ces outils qui fournissent déjà beaucoup d'éléments pour que des élus comprennent un petit peu mieux pourquoi finalement faire ça au lieu de faire ça, parce qu'ils ont des vidéos qui vont montrer qu'est-ce qui se passe quand on fait quelque chose qui n'est pas super. Et c'est aussi ça qui est important, de pouvoir illustrer quand ça se passe bien, quand ça se passe moins bien. Et donc ça, c'est aussi des éléments qui vont, après, au fil de l'eau, permettre, je l'espère, d'avoir des aménagements qui sont plus qualitatifs. Oui, parce qu'il y a ça. Tu dénonces des choses qui ne se passent pas bien, mais tu sais aussi mettre en avant des choses qui se passent bien. Tout à fait, voilà. Ouais, c'est important de faire la part des choses. Ouais. Je ne vais pas avoir pour intérêt de mettre à dos tous les élus en leur disant c'est tout le temps perfectible. Le but, c'est que moi, j'ai un point de vue qui est extrêmement utopiste.
Et donc je vais tendre vers cette utopie, ce qui est très facile parce que malheureusement je connais les contraintes qu'il y a au niveau des urbanistes, au niveau des associations, au niveau des élus. Il y a énormément de compromis qui se font entre l'initiation d'un projet qui est plein de bonne volonté et sa réalisation qui est des fois chaotique. Donc il y a tous ces éléments-là à prendre en œuvre. C'est vrai que moi mon travail est beaucoup plus facile parce qu'il fait fi de tous ces éléments-là et je peux directement présenter comment faire quelque chose de parfait. Tes vidéos t'emmènent un peu partout en France, mais dans le milieu urbain à chaque fois uniquement, au-delà des frontières de la France également? Oui, justement là je reviens d'un séjour en Allemagne, Autriche et je vais y arriver, Hongrie, donc où j'ai pu voir pas mal de choses intéressantes, c'est bien au niveau des transports en commun, du système de rails en Allemagne, que des réseaux cyclables également qui sont très intéressants. Donc oui, ça me permet de voir pas mal de choses. Il y a bien sûr les Pays-Bas où je suis allé plusieurs fois et où je continue d'y aller, où je retourne encore cette année. Et donc d'être inspiré, j'imagine aussi. Oui, et puis c'est aussi intéressant de voir, parce que c'est quelque chose qui est en plein développement et ça tâtonne beaucoup. Chacun a sa propre approche. Par exemple, en Hongrie, ils vont avoir un point de vue qui est très automobiliste. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment considérer le vélo comme un mode de transport à part entière, avec des feux dédiés, avec des voies dédiées, ce qui n'est pas forcément idéal pour ce mode qui peut, dans certains cas, se passer de feu, se passer de système pensé pour la voiture, parce que c'est un mode qui est entre le piéton et l'automobiliste, et qui ne représente pas non plus le même danger. S'il y a un aménagement où il n'y a que des cyclistes, ils peuvent se croiser librement. Ça, par exemple, aux Pays-Bas, on peut le voir assez facilement, par exemple à La Haye, où souvent, sur des voies, il n'y a plus de feu. Ça n'existe plus parce qu'on s'est rendu compte à cet endroit-là que les piétons et cyclistes arrivent à cohabiter ensemble, à se croiser leurs routes. Ils se voient, ils se regardent, ils se font signe et on se rend compte que ça fonctionne. Donc c'est aussi ça qui est important, de réussir à comprendre ce mode. Il y a beaucoup de villes qui tâtonnent et c'est aussi très intéressant de voir ça. Ouais, c'est presque le bon moment finalement. En tout cas, c'est l'époque parfaite finalement. Et partout, hein. J'ai pu aussi aller en Asie, aussi bien en Corée qu'à Taïwan, voir que là-bas aussi, ils commencent à s'intéresser à ces sujets. Même si là-bas, ils ont tout pensé pour le scooter. C'est-à-dire le scooter et les vélos là-bas en fait. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà des sas vélos, mais des sas scooters. SAS vélo n'existe pas, c'est du SAS scooter. Il y a déjà des voies qui ne sont pas des voies cyclables, qui sont des voies scooters. Donc en fait, tout est déjà pensé pour le scooter. Ils ont déjà pris ce mode comme le vélo. Donc il y a des ponts avec des ponts qui sont pensés pour le scooter. C'est très bizarre. Et donc le vélo essaye de circuler un petit peu là-dedans, mais c'est pas fait pour. Okay. Mais aussi, lui, est pensé également comme les véhicules motorisés. Donc c'est aussi intéressant de voir comment ils ont pensé leurs choses. Et au niveau des piétons aussi, c'est un sujet qui est très intéressant, c'est qu'ils ne considèrent pas du tout le piéton dans ces pays-là. C'est encore un peu mal vu de se déplacer avec ce mode, même si les transports en commun sont bien développés et qui continuent aujourd'hui encore à faire des transports en commun. Enfin bref, je m'égare, mais c'est très intéressant de voir ces villes, comment elles évoluent. Moi, je voulais te poser juste une dernière question. Est-ce que tu réfléchis parfois à jusqu'à quand tu vas pouvoir faire ces vidéos? Est-ce que tu dis que justement, c'est infini, en fait, parce qu'il y aura toujours des choses, il y aura toujours des anomalies, il y aura toujours quelque chose à raconter? En fait, j'ai pas besoin vraiment de me poser cette question parce que ce qui me passionne également, c'est que l'urbanisme, c'est quelque chose de vivant. Ça fait partie de nos vies et ça évolue avec nous, ça évolue avec nos modes. Et dans le futur, on aura des modes qui continueront à évoluer. Et ça prend du temps à évoluer. Et par exemple, les Pays-Bas continuent à faire de nouveaux aménagements aujourd'hui, se rendent compte aujourd'hui que leurs aménagements cyclables ne sont pas parfaits. Donc ça montre le gap qu'on a aussi avec ces pays qui sont déjà depuis plus de 40 ans en train de développer leurs aménagements et qui continuent aujourd'hui à se dire c'est pas top. Ouais. Donc il y a pas mal de choses à dire. Donc à minima, j'ai 40 ans devant moi pour avoir de bons aménagements. Non, je pense que c'est bon. Mais au-delà de ça, on va avoir de nouveaux modes de transport. Je suis convaincu que la voiture, c'est quelque chose qui va finir par laisser sa place à quelque chose de plus mixte entre le vélo et la voiture. Ça évolue, on commence aujourd'hui à y penser. Mais bon, il y aura peut-être une volonté politique à avoir derrière.
des entreprises qui voient le filon et qui commencent à développer ces modes. Faut qu'on arrive à accompagner ça.